avec cette troisième vidéo, peut-être quelques éléments pour continuer la réflexion que vous aviez lancée tout à l'heure, Patrick. C'est à votre tour de reprendre et puis on donnera la parole à Pascal juste après. Oui, merci. Alors là, je crois que la France, en matière de compétences psychosociales et d'éducation, a beaucoup de choses, doit rester très modeste parce que pour des raisons sans doute largement historiques, hein, c'est quelque chose qui a été peut-être parfois évalué, qui est sans doute évalué, et y compris dans les concours les plus sélectifs, je crois qu'on l'évalue, mais jamais on a été formé à ça. Et on voit bien que lorsqu'on essaie d'introduire ça, ça finit toujours tomber par les profs d'histoire-géographie, hein, sous forme d'éducation civique, juridique, sociale à un moment donné, d'éducation morale et civique. Voilà, les termes bougent un petit peu. On voit bien que comme ce n'est pas des disciplines en tant que telles, le système français renacle pour intégrer ça dans son enseignement, alors même qu'il l'évalue d'une manière indirecte. Il y a quelque chose, à mon avis, qui pour nous fait problème. Et je pense que les situations que vous nous proposez sont assez opportunes pour développer ce genre de choses. Tout à l'heure, Pascal Clerc parlait de la cour de récréation. J'ai un peu travaillé la chose moi aussi. Ce qu'on voit dans les cours de récréation français, je crois, dans la majorité des cas, peut-être que c'est en train de bouger un peu, mais c'est le terme même de récréation. D'ailleurs, dans la récréation, il ne se passe rien, on n'apprend rien, on recrée de l'énergie en déversant. Enfin, au fond, on déverse le trop-plein d'énergie qui fait que les enfants sont plus ou moins intenables en classe, ils vont se défouler, ils reviennent, ils ont été purgés, et on peut à nouveau leur enseigner. Vous voyez, un schéma de plein et de vide qui est assez stupéfiant quand on regarde ça un peu de l'extérieur, et qui, dans de rares cas, en revanche, permet que les enseignants interviennent, alors pas forcément de manière aussi directe qu'ils le font en classe, mais pour faire en sorte que les garçons qui jouent au ballon laissent un peu de place aux filles qui sont réfugiées dans les coins de la cour, sont obligés d'avoir des jeux dans des mouchoirs de poche, etc. Souvent des clivages genrés qui reviennent très très vite et qui font que les espaces sociaux investissent très rapidement les espaces dans lesquels l'école n'intervient pas directement. Donc là, je crois qu'il y a en effet un déficit éducatif et que les expériences que vous nous montrez sont sans doute propres à aider à les résorber. Les compétences psychosociales, c'est entre autres des compétences de travailler en groupe. Alors, je disais tout à l'heure que l'autonomie était devenue une tarte à la crème, mais on voit mal comment aujourd'hui, avec les modes de production, etc., les travailleurs pourraient être des travailleurs isolés. Il y a une nécessité de la collaboration. La période de confinement nous l'a bien montré récemment. Il y a nécessité de collaboration et on voit que chez les élèves, le travail en groupe, ils l'apprécient, mais la manière de le conduire ne va pas de soi. Quel rôle on se répartit, pourquoi, est-ce que c'est le meilleur de la classe qui doit faire le travail, etc. Les enseignants ne sont pas non plus extrêmement compétents pour les organiser. Et je dirais que les enseignants français eux-mêmes sont dans des postures très individualistes et qui font qu'ils travaillent comme les élèves qu'ils ont été, hein, et comme les élèves qu'ils enseignent, selon des modalités assez affinitaires avec les collègues qu'on aime bien, mais pas avec les autres. Hein. Le professionnalisme n'est pas suffisamment fort pour y compris travailler avec des gens qu'on n'aime pas, ce qui devrait être, ce qui pourrait être la déontologie d'une profession. Il y a d'autres professions dans lesquelles les gens travaillent ensemble, alors qu'on sait bien que ce n'est pas les meilleurs amis du monde dans la vie privée. Donc il y a tout ça qui est un déficit complet. Et le deuxième point que je voudrais juste un peu développer, c'est que à côté de ces compétences psychosociales, il y a les autres compétences. Et je repose toujours, vous voyez bien que c'est mon obsession, la question du rapport qu'il y a entre ces compétences. Parce que, par exemple, les élèves français, notamment les lycéens, lorsqu'on leur a proposé la maison du lycéen, lorsqu'on leur a proposé de siéger dans des instances, ils n'y vont pas, ils y vont peu, ils les désertent, ils y sont peu actifs en général, hein, bien évidemment. La question est pourquoi vous disiez tout à l'heure dans un des reportages, c'est leur école comme la nôtre. C'est rare en France que les élèves disent c'est mon école, qu'ils aient le t-shirt, le sweatshirt avec école, etc. Ça serait la honte pour eux. Hein. Ils peuvent avoir des trucs pour Coca-Cola, mais certainement pas pour Collège Victorio. Il y a là quelque chose qui peut paraître tout à fait étrange. Et je crois qu'il y a à réfléchir à ça. Pourquoi les élèves ne s'approprient pas ces espaces comme étant les leurs? J'ai tendance à penser que parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas en réussite, ou en tout cas pas valorisés scolairement, et que de ce fait, ils sont étrangers à leur espace. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut essayer de travailler solidairement la question des compétences psychosociales et la question des compétences scolaires proprement dites, parce que l'un peut nourrir l'autre, mais ça ne peut pas marcher dans un seul sens. Des élèves qui sont dévalorisés par les évaluations vont avoir du mal à devenir responsables, à devenir délégués, à endosser la responsabilité du président du comité de ceci, de cela.
Merci beaucoup pour ces différents chantiers que vous avez ouverts, Pascal. Oui, merci. Peut-être revenir ou compléter ou éclairer différemment ce que disait Patrick. D'abord sur la question des appartenances, hein, et du t-shirt de l'école. Ce serait la honte, en effet, hein. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture française, peut-être plus dans l'enseignement catholique d'ailleurs que dans l'enseignement public, malgré tout. Mais voilà, ça se fait pas. Et je voulais juste rappeler, mais je l'avais peut-être déjà évoqué lors de la séance dans laquelle j'étais intervenu, le travail quantitatif effectué dans le cadre de l'enquête PISA sur le sentiment d'appartenance à leur école des élèves de tous les pays de l'OCDE plus des pays partenaires, donc pratiquement une cinquantaine de pays dans le monde. Tous les pays, j'ai plus les chiffres en tête, mais tous les pays sont aux alentours de 60-70% des élèves qui disent j'ai un sentiment d'appartenance par rapport à mon école. Et il y a un pays qui est complètement hors du cadre, très très loin de tous les autres, c'est la France. Mais ce n'est pas simplement un pays qui est en bas de l'échelle, hein, c'est un pays qui est sur un autre registre. Alors, il y a sans doute des tas d'explications à cela, mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et j'ai un peu de mal à le comprendre. Par rapport à la question des compétences, alors on dit, bon, compétences psychosociales, moi, ça me gêne pas, mais j'ai envie d'aller plus loin encore et faire référence à ce que Paul Robin, au début du XXe siècle, appelait l'éducation intégrale, c'est-à-dire ce qui constitue vraiment l'être humain dans sa totalité. Parce que bien évidemment, il y a du psychosocial, mais il y a aussi toute une dimension sensible, sensorielle, esthétique, qui est à prendre en compte. Alors, est-ce qu'on ne prend pas ça en compte dans le système éducatif français? Je ne sais pas bien. En tout cas, c'est complexe et il y a peut-être une ambiguïté du système éducatif français par rapport à ces questions. Parce que ces compétences-là, d'une certaine manière, elles sont depuis une trentaine d'années très présentes dans la culture institutionnelle de l'éducation en France. C'est-à-dire qu'il y a plein de textes officiels, on voit apparaître des grilles, des tableaux, des référentiels, on a tout ça. Mais ça va entrer en contradiction avec ce qui structure réellement le système éducatif français, qui est d'une part le programme et d'autre part la note. Parce que quand on regarde les programmes et les notes, on se rend compte que les programmes et les notes ne portent pas, et comme le disait Michel, je crois, c'est peut-être compliqué à le faire, hein, mais en tout cas, les notes en France ne portent pas sur ces compétences-là. Alors, c'est sans doute tant mieux, mais il faut voir aussi, et je sais bien que comparaison n'est pas raison, Jérôme, mais il faut voir aussi l'espèce de poids de la question de la notation dans le système éducatif français qui peut être qui peut entrer en contradiction avec cette idée d'évaluer plus largement les compétences d'un individu. Je voulais dire un tout petit mot, et après je me tais, sur la question de l'extérieur et revenir sur le propos du collègue norvégien. Je suis frappé de constater à quel point tous les entretiens, tous les témoignages, tous les travaux de terrain qui portent sur l'école dehors en arrivent aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que l'école dehors va permettre de développer un certain nombre de compétences qu'on ne peut pas développer ou qu'on ne peut développer que beaucoup plus difficilement dans le cadre des salles de classe ou dans le cadre des établissements scolaires. Je trouve ça très, très frappant parce qu'il y a une convergence extrêmement forte j'allais dire, qui fait preuve sur le plan scientifique. Et finalement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne s'empare pas plus de cette idée de faire classe dehors dans un certain nombre de systèmes éducatifs, dont le système français. Voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe directement, parce que le temps passe, à la quatrième thématique, qui est celle de la posture de l'adulte et qui reprendra un certain nombre de points qu'on a abordés. Et puis on pourra continuer ensuite d'échanger avec Michel, Clara et Olivier.